Alors, Charlotte, est-ce que Oui, tu sais si nous avons déjà des invités parce que j'ai pas. Ah oui, il y a 19 participants. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut les accueillir déjà. allez, c'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. On est ravis, je vois qu'il y a déjà des participants, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro accompagné de nos partenaires chez Steeple. Donc aujourd'hui, on reçoit Précontact et HappyProd, deux acteurs du monde de la communication et de l'événementiel. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc moi, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je suis en charge d'animer les webinaires et les conférences. On est évidemment aujourd'hui accompagné de nos partenaires, comme je vous le disais. Alors, on fera les présentations dans quelques secondes. Je vais vous présenter aussi les fonctionnalités du webinaire. Donc là, aujourd'hui, nos partenaires, on sera accompagné de Joël Duru, que vous voyez à l'écran, et de Romain Connehet. Voilà, alors, donc on est parti ensemble pour 1 heure de live. Je vous rappelle les fonctionnalités. Vous êtes arrivés là sur le webinaire Zoom. Je pense que vous connaissez. Donc, vous avez la fonctionnalité converser pour pouvoir converser entre vous. Vous avez également une autre fonctionnalité qui vous permet de lever la main. Alors, c'est comme un like, ça vous permet de réagir à quelque chose qui sera dit. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à commencer à poser vos questions à nos intervenants. On y répondra dans une deuxième partie, voilà, au bout de 45 minutes. Et donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qu'on va justement développer ensemble avec nos invités, eh bien, c'est un peu une question qu'on a sur toutes les lèvres. Charlotte, Oui, Charlotte, je me permets juste parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de se connecter. Donc, on d'accord. va peut-être attendre quelques minutes que tout le monde arrive parce que c'est vrai qu'on est d'une ponctualité redoutable avec cette Ça technologie marche. Bon, digitale. Je me permets parce que ouais, ouais. je vois, voilà, bienvenue à Diego, Fabienne, Marion, Camille, Céline, et tous les autres, hein, Mélanie, Claire, Valérie, Ouais, Floriane, Anne, etc. Mais voilà, je vois le compteur qui augmente très, très ok. rapidement. Bon, Donc, bah, je pour pense ceux qu'il qui nous y a un rejoignent, peu de temps. on est très Voilà. contents. Il y a plein de fonctionnalités. Vous pouvez échanger entre vous. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure à nos intervenants. On est sur un webinaire qui célèbre ce nouveau monde déconfiné. On va parler des 5 tendances clés pour remobiliser ses collaborateurs. Et aujourd'hui, on est entre partenaires avec HappyProd. Bonjour à tous, là, on a un petit message et Précontact. On commence dans quelques instants, minutes, le temps que tout le monde arrive. Vous étiez très nombreux à vous être inscrits, plus d'une centaine. Donc voilà, on attend que la salle se remplisse et on démarre. Joël, tu me donneras le go comme ça, hein? Oui, ah ben, j'espère que tu vois que. Donc voilà, on est déjà une trentaine de participants. Il y avait pas mal d'inscrits. Alors, peut-être qu'au lendemain des terrasses, tout le monde n'a pas pu. Bon, il est 11 heures pourtant. On s'est dit qu'on avait la marge, mais bon. Tu peux déjà aller prendre ta terrasse pour le déjeuner, en fait, peut-être. Déjà à 11 heures. Certains ont anticiper la pénurie de terrasses. Après, le temps était de la partie hier, on a eu de la chance. Enfin, en tout cas, en Bretagne, à Rennes. Rappelons-le. Bah, écoute, voilà, par respect pour ceux qui étaient ponctuels, on peut peut-être démarrer. Et Ok, puis ben, les autres eh ben c'est nous rejoindront. parti. Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, je suis ravie de vous accueillir. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est cher à tout le monde. Eh bien, c'est la communication interne, parce qu'on est entre acteurs ici de la communication, dans un monde déconfiné. Et aujourd'hui, avec l'aide de Romain et Joël, nous allons eh bien, parler des tendances qui vont animer, remobiliser les collaborateurs dans l'entreprise dès le mois de septembre. Alors peut-être, Joël, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi cette thématique, quelques idées clés par rapport au contexte qui vous a amené à parler de cette thématique? Oui, ah bah, avec plaisir. En fait, on est parti de trois constats, hein, pour résumer. C'est assez simple, hein, et je pense que tout le monde les a plus ou moins en tête. D'une part, les RH ont été vraiment au cœur de la crise. Une crise qui a remis la communication interne au centre du jeu avec la problématique du lien avec des équipes qui étaient majoritairement en distanciel.
et c'est toujours le cas. Et le troisième, c'est évidemment le digital au cœur de cette communication interne pendant la crise, même si c'était le cas avant, ça s'est vraiment intensifié. Donc voilà, il y a bien sûr l'actualité, tu viens d'en parler, de ce mois de mai, donc à l'heure de la réouverture des terrasses, on a une idée un peu plus précise du calendrier du déconfinement. Même si, d'ailleurs, les dernières annonces hier soir du gouvernement n'apportent pas plus de précision sur le télétravail, on sait qu'il va rester massif et plutôt subi. Ça devrait être la norme jusqu'à cet été pour une bonne partie des salariés, avec des assouplissements néanmoins, en tout cas attendus à partir du 9 juin. Voilà. Alors, dans ce contexte, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de nos interlocuteurs, qu'ils soient décideurs RH, responsables de communication, sont toujours la tête dans le guidon, hein, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, ils sont submergés par toutes les décisions à prendre en termes d'organisation du travail, d'adaptation permanente des mesures sanitaires, de télétravail évidemment, et en même temps, ils se posent beaucoup de questions, ils s'interrogent sur le monde d'après en communication interne. C'est leur rôle, c'est normal, et d'autant plus qu'en effet, la crise sans précédent a prouvé que la ressource humaine est un actif vraiment stratégique et qu'une nouvelle relation au travail est revendiquée, notamment par les nouvelles générations, mais pas que. Et donc, bref, tout ça, c'est l'idée qu'il est important d'anticiper l'ère, en tout cas post-vaccination, à défaut d'être post-Covid, pas tout de suite, je pense, avec le retour des équipes en présentiel majoritairement dans quelques semaines, mais surtout au mois de septembre. Voilà. Pour Merci, Joël, un peu le contexte et les raisons pour lesquelles on est. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le sujet que tous les deux, vous nous donniez ces tendances, est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, vous présenter aussi à nos invités? Alors, peut-être que beaucoup connaissent les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites tous les jours? Qui prend la parole? Écoute, Romain, je te laisse la parole. Alors, ce que je fais tous les jours, donc moi je suis Romain Connoët, le directeur de l'agence Happy Prod. Happy Prod est une agence événementielle sur le marché B2B entreprise depuis maintenant une dizaine d'années. On est basé à Rennes, on intervient sur l'ensemble de la Bretagne et sur l'ensemble du Grand Ouest. Alors ce qu'on fait tous les jours depuis un an, c'est se réinventer. Parce que depuis un an, l'événementiel, et je crois que c'est aussi l'objet du témoignage, l'événementiel a été obligé de muter, de se transformer. Alors le digital nous a bousculé. Et depuis un an, on a repensé nos formats, repensé nos timings. On a appris à travailler en mode télévision, façon de parler, alors web TV la plupart du temps. Et puis surtout, on a continué à apporter conseil auprès de nos clients, auprès de nos annonceurs qui étaient, comme tous, perdus et à la recherche de bonnes pratiques et de bonnes idées. Donc, on continuera à le faire, quelle que soit la période et quel que soit le contexte. Merci, Romain. Parole pleine d'espoir. Joël? Alors, pour ma part, moi, très rapidement, j'ai un parcours dans le conseil d'un peu plus de 25 ans, au service de la communication RH d'entreprises très diverses, des PME, PMI, mais aussi des grands groupes, dont 18 ans dans un groupe de médias, connu dans l'Ouest, mais pas que dans l'Ouest, c'est le groupe SIPA Ouest France, pour lequel j'ai participé notamment à la mise en place de la fonction communication interne au niveau groupe, qui est assez récente. Et aujourd'hui, je dirige Précontact, donc, qui est une agence de communication spécialisée dans la marque employeur, les stratégies de sourcing candidat, la communication interne et corporate. Voilà. Et tout ça au sein d'un tout nouveau groupe de 250 talents qui s'appelle La Fratrie, qui est un peu l'actualité de la semaine puisque ce groupe a 2 jours. Voilà. Mais on en parlera peut-être après. En tout cas, ce n'est pas l'objet de notre échange. Parlons de la com interne. Merci Joël et Romain. En tout cas, on a plein de choses intéressantes aujourd'hui à soulever et à fêter. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, je vous propose d'aborder le sujet en 2 temps. Dans une première partie, Joël, tu évoqueras avec nous un panorama sur les grandes tendances qui peuvent se dégager des enseignements de cette crise. Et puis, Romain, toi plus spécifiquement, tu aborderas la problématique de l'événement d'entreprise dans les mois à venir. C'est bien ça? Allez, c'est parti. Commençons par les grandes tendances. Joël, je t'en prie. Alors, grande tendance, il y en a énormément. Moi, j'en retiendrai 5.
qu'on va essayer d'approfondir un peu. Pour commencer, moi j'ai en tête une réplique culte dans le film Le Guépard de Visconti, que beaucoup connaissent. Il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, je trouve qu'elle résume bien le premier enseignement, à savoir que la crise nous invite à un retour aux fondamentaux, car ils sont toujours d'actualité. Et en ce moment, on constate qu'on a parfois tendance à les oublier en pensant que tout doit être remis en question, donc tout le monde a envie de renverser la table. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, la crise nous invite à repenser nos objectifs de communication interne. Je crois que c'est le point de départ, en vérifiant qu'ils sont bien alignés, déjà avec les besoins réels de collaborateurs, c'est fondamental. Et pour ma part, moi, je recommande de manière très simple de se poser 3 questions. Enfin, 3 questions. En tout cas, une question sur 3 sujets. C'est: est-ce que ma communication interne parle au cerveau, au cœur et aux muscles de chacun? Voilà, c'est 3 images, 3 mots-clés métaphoriques, évidemment, mais qui illustrent, à mon avis, les 3 objectifs qui seront la priorité à la rentrée, comme il l'était d'ailleurs avant la crise, simplement avec une intensité peut-être différente. Et peut-être que Romain, tu peux partager, pour plus de clarté, je vais vous montrer à l'écran un schéma qu'on utilisait déjà avant la crise, mais qui est toujours d'actualité, et il résume bien ces fondamentaux. Alors, par rapport aux besoins de la rentrée, le premier objectif certainement, ça va être, comme tout dispositif de communication interne, de développer la connaissance, donc de parler au cerveau. Voilà. Il y a vraiment un besoin de repères, de pédagogie pour bien connaître et comprendre, d'une part, le sens des décisions qui ont été prises ces derniers mois, et forcément, il y en a beaucoup dans les entreprises pour s'adapter, de comprendre l'actualité, de comprendre son environnement professionnel à date, et le retour en présentiel doit s'accompagner d'un effort et d'une intensification en termes de communication, mais au sens vraiment information, pas au sens uniquement relationnel. On le verra par après, c'est important, mais c'est important. Et c'est essentiel, notamment de clarifier l'organisation et son évolution. Le deuxième objectif, c'est de créer de l'émotion, évidemment. On est en manque. Si Romain, tu peux passer à la slide suivante, on est en manque, en effet, de reconnaissance, de réassurance. Il y a un mot-clé, c'est la confiance. Aujourd'hui, la confiance, elle est difficile. Forcément, il y a de l'inquiétude. Donc, voilà. Et puis, évidemment, le gros sujet, c'est le sentiment d'appartenance. Et on le verra, on en reparlera, je pense, dans le cours de nos échanges, mais il a été vraiment mis à mal avec cette crise, ce sentiment d'appartenance. Donc voilà, on a évidemment besoin de retrouver de la convivialité par rapport au manque de lien social. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Et puis, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que, surtout en période de crise, enfin post-crise, de relance, il faudra être dans l'action. Donc, il faut que dans notre communication interne, on incite à l'action. Et donc, voilà, qu'on revienne à des choses très opérationnelles. Ça évite de gamberger, ça évite de se poser trop de questions. Il y a eu des personnes qui étaient en inactivité. Aujourd'hui, on reprend l'activité. Donc, vraiment, il y a ce côté partage d'expérience, bonne pratique, de la transversalité, de ne pas rester juste dans son univers, et de reparler de performance. Voilà, pour faire simple. C'est les 3 petits slides. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à partager, Romain. Merci de ton aide. Merci pour, voilà pour l'essentiel sur cette grande tendance, première tendance en tout cas. Merci Joël pour cette première tendance. Moi, j'ai une question sur le premier objectif. Comment on fait concrètement pour être sûr que tous les collaborateurs soient informés de la situation, que l'organisation et les perspectives soient claires, en bref, que les décisions soient bien comprises sur le terrain, quoi? Alors, ouais, c'est vraiment intéressant. Romain, je pense qu'on passe à un autre sujet, si tu peux arrêter le partage. Je ne sais pas si c'est toi qui as la main. Ouais. Si, je pensais qu'il était arrêté. Non, pas de souci. Alors, je partage complètement, et ta remarque m'amène à évoquer donc cette deuxième grande tendance qui est pour moi la synchronisation. Alors, c'est un mot qui peut paraître comme ça un peu abstrait, mais en fait, c'est très concret. Une des grandes difficultés actuellement, c'est la synchronisation de tous les acteurs de l'entreprise. Voilà, avec ce confinement successif, des périodes d'activité partielle, on a vraiment observé un décrochage chez certains collaborateurs. On le sait, chacun a vécu sur des rythmes très différents, sur des projets différents évidemment. Certains étaient à fond, d'autres étaient en sous-activité. Et aujourd'hui, il faut resynchroniser tout le monde.
les dirigeants avec les collaborateurs. Forcément, les dirigeants ne sont pas dans la même temporalité. Ils sont beaucoup plus en anticipation et en prospective. C'est normal, c'est leur job. Il y a besoin aussi de resynchroniser les équipes entre elles, puisque l'effet de la crise a eu tendance à recentrer sur les équipes et pas forcément sur un niveau un peu plus macro. Bref, c'est un défi qui est vraiment pas simple aujourd'hui. Et pour moi, au-delà du contexte particulier du moment, le sujet de la synchronisation est un enjeu vraiment majeur pour améliorer l'expérience collaborateur demain. Voilà. On est dans un monde professionnel qui est en transformation permanente, donc forcément complexe, pas facile à suivre, et cette synchronisation, c'est vraiment clé pour la compréhension et l'adhésion aux décisions du management d'un côté, et pour l'appropriation par l'interne du projet de l'entreprise, de sa vision, de ses axes de développement prioritaires. Voilà. Alors, le problème dans tout ça, c'est l'hétérogénéité des situations, je viens de l'évoquer, au sein même d'une entreprise, ou enfin d'une organisation. Alors, la solution pour y parvenir est peut-être ce que on appelle le co-design de la communication interne, c'est-à-dire l'écoute active des collaborateurs, à la fois dans le choix des canaux, en fonction de leurs vrais usages, et à ce titre, les outils du design thinking, je pense que beaucoup des participants ont déjà approché un peu ces nouvelles techniques. Ces outils peuvent être une aide très utile pour remettre l'utilisateur au centre de la démarche de communication interne et ne pas être uniquement dans une logique un peu top-down qui est encore trop souvent la démarche des managers et des directions générales en communication interne. Pour certains, ça peut paraître un peu passé, mais nous, on le constate au quotidien, c'est quand même aujourd'hui encore beaucoup la pratique en communication interne. Alors, encore plus concrètement, ce que je pourrais évoquer en termes d'exemples de pratique, pour être concret, nous, on a eu l'occasion ces derniers mois de réaliser des ateliers autour notamment de ces outils, et dans les outils du design thinking, on peut, et tu pourras d'ailleurs montrer un exemple, Romain, s'il te plaît, on utilise les cartes d'empathie. Je ne sais pas si tous les participants sont familiers avec cet outil. Voilà, vous le voyez à l'écran, c'est vraiment une manière de se mettre à la place de ce qu'on appelle la cible en communication, mais l'utilisateur, c'est, voilà, donc en l'occurrence là, le collaborateur, et de se dire par rapport au sujet de la communication interne, voilà, quels sont ses points de douleur, quelles sont ses attentes, ses usages, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il voit réellement, et d'être vraiment dans la réalité, et pas dans juste ce qu'on a souhaité, mais ça, c'est vraiment fondamental. Et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais ça ne sert à rien d'avoir des super contenus si les outils proposés ne répondent pas aux usages. Voilà. Donc, et inversement, c'est aussi vrai, on peut avoir les outils les plus canons, et si les contenus ne sont pas alignés avec les attentes et les besoins des cibles, on n'arrivera pas à capter l'attention sur la durée. Donc, ça peut paraître des fondamentaux pour des professionnels de la communication, mais dans les faits, parfois, on n'a plus le recul. Et en fait, il faut donc avoir cette démarche collaborative, au sens où on va être inclusif, on va inclure en intégrant dans la réflexion dès le départ les populations auxquelles on s'adresse, leurs caractéristiques, voilà, leurs centres d'intérêt, et pour définir les thématiques, sélectionner les sujets prioritaires à adresser, c'est la clé pour être bien synchronisé. Parce qu'à la rentrée, voilà, qui est au même niveau d'information, comment ça va se passer, c'est très hétérogène. Donc, là, il faut faire ce travail-là. C'est un travail vraiment un peu d'écoute, d'audit, au sens écoute active. Voilà pour la deuxième grande tendance de la synchronisation. Merci beaucoup, Joël. Donc, ça semble pas simple vu que ça va aller très vite aujourd'hui. On parle de septembre, c'est demain. Donc, j'imagine qu'il faut prendre le temps d'écouter pour mieux se synchroniser et remettre tout le monde au même niveau, en fait. Oui, c'est pas simple, c'est vrai, c'est un vrai défi. Tu as tout à fait raison, Charlotte, et c'est très juste. Là aussi, on constate une accélération d'un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, mais la crise l'a vraiment accéléré. C'est la nécessité de pouvoir gérer l'info quasiment en temps réel. Et ça, c'est un défi majeur pour la communication interne. Tout va très vite, sur un monde incertain. Et ce qui pose la question des outils
mais aussi de la politique de transparence en matière de com interne, parce que quand on est en temps réel, c'est un enjeu fort. Alors, au niveau outils, concrètement, je ne vais pas revenir sur les usages, là aussi, qui ont complètement explosé, les usages digitaux grâce à la crise, notamment les messageries instantanées professionnelles comme Slack ou Teams, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on le sait, on est passé à ce qu'on appelle l'ère du Zoom management et qui provoque des attentes très fortes en termes de réactivité. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, simplement, je dirais, par rapport à ça, attention à ne pas confondre interaction en mode projet avec ces outils-là et communication interne. Beaucoup de managers considèrent que l'information est forcément passée à leur équipe parce qu'ils ont fait un post sur le réseau social, parce qu'ils ont envoyé sur tel canal Slack un message. Voilà. Non, c'est plus compliqué. Évidemment, l'instantanéité des messageries ne permet pas d'avoir une qualité d'appropriation des messages. Et par rapport à ça, moi, je voudrais juste évoquer quelque chose qui est vraiment formidable, et la crise nous a évidemment amené aussi des choses formidables en termes de bonnes pratiques. Je pense à des initiatives incroyables qui ont cartonné en termes de résultats avec des nouveaux outils, et en particulier l'audio numérique. Alors là aussi, on a quelques exemples, Romain, mais l'audio est un format qui est très intéressant à exploiter en com interne. On a surtout dans un contexte où on doit remettre de la chaleur dans les relations professionnelles. Pourquoi? Parce que c'est un média du quotidien, c'est de proximité, on peut être le plus humain. La voix, c'est vraiment quelque chose de très incarné et surtout ouvert à la spontanéité, au parler vrai. Et c'est vraiment une attente là de beaucoup de collaborateurs par rapport voilà, au discours très corporate. Et la voix, elle permet de transmettre non seulement des émotions, mais aussi du fond. Et en plus, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que ça, en fait, l'auditeur élabore ses propres images, un peu comme quand vous lisez un livre. Et de ce fait, ça maximise complètement l'appropriation des messages. Parce qu'on sait très bien qu'en com interne, le problème, c'est que on fait passer des messages et on voit bien que parfois c'est difficile, l'appropriation est difficile. Voilà. Et puis, alors, dernier point, me vient en tête le baromètre TNS Sofres qui nous montre que le média audio inspire beaucoup plus la confiance que les autres médias. Parce qu'il y a ce côté, la voix, la spontanéité, et il y a 50% alors des Français au sens large, pas qu'en entreprise, mais qui pensent que les choses se passent telles qu'elles sont dites, qu'elles ont été dites quand c'est... voilà. Et pour illustrer ça par quelques exemples, pendant le premier confinement, par exemple, c'est Thierry Cotillard qui est breton lui aussi, mais qui est surtout PDG, qui était PDG du groupe Intermarché, et qui a proposé l'année dernière, il y a plus d'1 an, un podcast hebdomadaire tous les dimanches soirs, en prenant la parole auprès de ses adhérents, les adhérents du réseau, pour garder le lien, pour incarner la vision de l'entreprise dans la tempête, et une entreprise qui était confrontée à d'énormes défis pendant la crise, et notamment en abordant des sujets très techniques de supply chain. Et voilà. Et le résultat, c'est 80% d'audience auprès des patrons de magasins. Donc, c'est assez exceptionnel. Pareil, je sais qu'il y a eu Carglass qui a fait une émission live avec le CEO de Carglass France, Éric Girard, qui faisait le point sur l'actualité, voilà, avec 50% des collaborateurs qui étaient connectés, alors que, compte tenu de la fermeture de ces points de vente, une majorité était en chômage partiel. Voilà. Et il y en a certainement plein d'autres exemples. Mais juste pour vous démontrer que cet audio numérique, que ce soit sous une forme de radio ou sous une forme de podcast aujourd'hui, est quelque chose à étudier de près, et qui est assez accessible et qui répond bien aux attentes. C'est intéressant, on voit que cette dimension temps réel, prise de parole, elle est vraiment, comment dire, intégrée par les dirigeants. Mais alors, est-ce que la com interne, elle n'est pas aussi liée au rôle de manager pour justement relayer les messages clés de l'entreprise? Oui, tout à fait, Charlotte. D'ailleurs, le rôle du manager de proximité, et je pense qu'il faut préciser vraiment ce niveau-là de management, c'est le plus important. Il était très bousculé pendant la crise. Et
il sera sans aucun doute une des clés de réussite de la remobilisation des salariés sur leur lieu de travail quand ils vont tous revenir. Parce qu'il y a nécessité de retisser des liens, quel que soit le type d'organisation ou le secteur. Et je le disais en introduction, l'appartenance à une organisation a beaucoup perdu en intensité avec la distance, logique. Donc voilà, donc c'est pourquoi moi je pense que ce serait une bonne idée, si je peux donner un conseil, d'accompagner ces managers de proximité dans les mois à venir, dans les 3 mois à venir, avant la rentrée, en prenant par exemple l'initiative d'organiser des ateliers de co-développement. Là aussi, c'est des nouvelles techniques, mais qui sont très simples à mettre en place. Vous réunissez les managers entre pairs pour qu'eux partagent leurs difficultés en management, mais sous l'angle en tant que relais de com interne. Ce n'est pas un rôle facile, et les aider et de les amener à trouver ensemble des solutions, avec votre aide, avec l'aide des RH, avec l'aide de la com, qui ont dans ce cas-là un rôle de facilitateur. Et il n'y a rien de tel pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils s'approprient ce rôle-là. Et ça peut être aussi en profitant évidemment de l'été pour leur proposer des formations, c'est un peu plus structurant, mais voilà, sur l'utilisation des outils digitaux, le management hybride qui va devenir la norme, forcément pour longtemps. Voilà. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas les laisser isolés face à ce sujet-là, parce que ce sont vraiment des relais indispensables au sujet de la communication interne, avec lesquels ils ne sont pas tous hyper à l'aise, et de bien leur faire comprendre que la communication aujourd'hui, c'est plus seulement une logique verticale, c'est aussi une logique horizontale. Donc, eux, ils sont plus organisateurs, quelque part, de cette communication, et les aider à anticiper la rentrée pour qu'ils se posent des questions dès maintenant sur quel sujet je vais prendre la parole, comment, sous quel format, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment fondamental. Et pour terminer peut-être sur cette tendance, je dirais qu'il y a le sujet des rituels de communication interne. J'aime bien ce mot, c'est un mot important dans la culture d'entreprise. Ces rituels sont à retrouver, évidemment, avec le retour en présentiel, à retrouver en équipe, et ils peuvent être informels. On n'est plus dans un mode trop descendant, encore une fois, je le dis, et donc beaucoup plus relationnel. Et c'est vraiment une priorité dans cette période de déconfinement. Alors, il y a des outils très performants pour ça, hein, notamment emprunter des méthodes agiles. Je pense notamment enfin, nous, on utilise, hein, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, Klaxoon, et il y a d'autres solutions qui proposent des modules prêts à l'emploi. Alors, on peut peut-être montrer un exemple, là, si Romain, tu peux partager ton écran sur, voilà, là, c'est un exemple, c'est la rétrospective. Alors, concrètement, ça permet de prendre du recul sur un sujet. On choisit un sujet et on peut faire le bilan du projet, on fait un point d'étape, on peut remettre à plat un projet, mais ça permet vraiment, sous un angle très opérationnel, mais de faire une communication interne très utile, très opérationnelle. Et cet exercice, voilà, vous permet de faire le point sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et de revoir en tout cas sur des sujets opérationnels pour les mettre dans l'action, comme je le disais tout à l'heure, c'est fondamental. C'est vraiment le meilleur moyen de remobiliser les équipes et chaque individu dans l'équipe. Sinon, moi, alors, à titre de pratique personnelle, j'utilise beaucoup le Weekly, qui en fait permet de faire un panorama rapide sur l'actualité. Voilà, donc ça, c'est c'est ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez, je vous partage exactement notre Weekly. Le principe est assez simple, c'est de synchroniser toute l'équipe chaque semaine en moins de 30 minutes. Et là, ce n'est pas le manager qui, de manière descendante, adresse tous les sujets, tous les messages. Chacun partage sur un tableau, un board, donc différentes idées, l'actualité, ce qui s'est passé, ce qui est prévu, les faits marquants. Et ça permet que ce moment de communication interne soit complètement décentralisé. Et ce sont des informations que chacun pense utile de partager. Donc, ça permet aussi de partager et de répondre à des questions vraiment que se pose l'utilisateur. Et j'en parlais sur la précédente tendance, c'est cette fameuse enjeu de synchronisation. Voilà, ça permet à l'équipe entière d'être synchronisée sur l'essentiel. Et avec du management visuel, il n'y a rien de tel en communication interne. On le sait, en management en général. Voilà. Et puis, alors, il y a aussi plein d'autres expériences, et encore plus informelles, et je profite de la présence de Romain parce que certains ont été amenés en raison des contraintes sanitaires à innover, et parce qu'on ne pouvait pas se réunir ces derniers mois forcément dans des salles de réunion. Et je pense à un rituel original que
que Romain a initié. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, quel est Ouais, le nom de ce rituel? alors, on a appelé ça le walk and talk, puisque effectivement, Ouais. pendant le confinement saison 3 du mois d'avril, à la fois il y a eu le retour des beaux jours et puis il y avait le besoin de se retrouver, pas forcément en salle de réunion. Donc, on a créé ce rituel à raison de 1 fois par semaine sur un format très court, c'est grosso modo 1 heure 15 dans un parc donc de la région rennaise, avec une prise de parole en relais sur l'actualité, soit perso, soit une actualité pro. Au fur et à mesure, chacun prenait le lead, on va dire, de la promenade pour évoquer son sujet, son actualité. Alors, effectivement, c'est un rituel un peu hors format. On n'a pas de support, on n'a pas de présentation. On a une prise de notes qui est très simplifiée à travers un smartphone. Mais en tout cas, ça permet en tout cas à tout le monde de reprendre du souffle et puis de faire fonctionner un peu les muscles et puis d'être dans l'action déjà de sa reprise. Alors, ça me fait penser, c'est une autre tendance, mais en t'écoutant, l'oralité en communication interne. On en parlait juste avant avec l'audio. C'est exactement ça et c'est ce que tu démontres. On n'est plus trop sur l'écrit. C'est ça, on passe des informations qui sont importantes et qui sont maintenues, qui sont retenues, sans forcément avoir des supports à l'écran, sans forcément devoir avoir un rituel de slideshow de 30 slides pour passer toutes les informations. Merci à vous deux. Je retiens, Romain, le walk and talk. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'en marchant, eh bien, on fait marcher ses muscles, on fait marcher son cerveau. J'adore. Donc, merci à tous les deux pour ces tips et ces exemples au niveau plus corporate. Alors, au niveau plus de l'entreprise, comment on peut retrouver ces rituels? Autrement dit, quelle place pour le live peut-il avoir dans les dispositifs de com interne en 2021? Comment ça va se passer? Je vais surtout arrêter de parler puis la parole à Romain, mais c'est vraiment la grande question du moment, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'engagement des managers de proximité dont on vient de parler, dans les actions de com et les rituels à la rentrée, il y a aussi voilà, le retour du live qui est vraiment très attendu, tous ces événements d'entreprise que sont les conventions, les séminaires, voilà. Et donc, il faut faire évoluer les dispositifs de com interne qu'on avait. Voilà, alors je peux juste partager, j'avais prévu, mais on peut le partager maintenant, Romain, c'est un schéma dans lequel vous verrez, nous, on a l'habitude de parler de trois piliers dans des schémas directeurs un peu de communication interne. Il y a tout ce qui est le pull, alors désolé pour l'anglicisme, pull, push, live. Le pull, c'est vraiment le principe, c'est le collaborateur qui est acteur, qui va à la découverte et qui va approfondir des sujets que met à disposition l'organisation. Voilà, donc là, il y a un certain nombre d'outils, je ne vais pas détailler. Le push, c'est le temps réel dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il y a plein de plateformes. D'ailleurs, Steeple est vraiment sur cette solution Figital qui permet justement de pusher, d'arrêter d'être dans une logique que c'est au collaborateur de faire tous les efforts, donc de lui simplifier la vie et son expérience collaborateur. Et c'est le troisième pilier sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le live. C'est celui qui a le plus souffert de la crise, évidemment. Et là, ça pose vraiment problème et il va falloir vraiment qu'on se mobilise parce que ce sont des temps forts de la vie de l'entreprise, c'est des marqueurs de la culture d'entreprise et on sait aussi que ce sont des formidables accélérateurs de la transformation des organisations, qui est vraiment un sujet qui concerne aujourd'hui, je pense, tout le monde. Voilà. Et tout ça, voilà, le live a été la grande victime et il y a des attentes fortes à l'heure de la reprise. Et surtout à l'heure où tout le monde sature des visios, hein, même si on est ravis d'être ensemble aujourd'hui en mais il y a quand même une saturation de tous ces événements qui ne sont que 100% digitaux. Il y a besoin de physique, de collectif pour un collectif. En tout cas, moi, c'est une conviction très forte. Hein, donner corps à l'entreprise, c'est très difficile à distance. Même s'il y a des contraintes sanitaires, même si les grandes messes ont vécu, voilà, on doit se réinventer. Mais Romain en parlait c'est son quotidien, donc et il incarne vraiment cette nouvelle vision de l'événementiel, qui est un vrai sujet compliqué en communication interne et
et c'est pour ça que j'ai eu plaisir à l'inviter, à inviter mon complice, puisqu'on travaille quand même beaucoup ensemble et qu'on fait partie de la même aventure aujourd'hui au sein du groupe La Fratrie. Donc voilà, Romain, je vais peut-être te laisser en parler. Alors, Romain, Merci Joël. comment on fait imaginons, voilà, on est un chargé de com, un respocom. Qu'est-ce qu'on commence à préparer pour cet été, après l'été? Est-ce que tu peux nous faire un topo sur la situation aujourd'hui? Alors, déjà, premier topo, c'est-à-dire que si on organise une réunion en septembre, il faut la préparer dès maintenant. L'anticipation, indépendamment des contraintes logistiques, est à prévoir dès maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, une réunion en septembre, dans le monde d'avant, on l'organisait en janvier ou en février. Là, actuellement, on travaille sur des prises de parole pour le 10 juin, pour le 1er juillet. Donc, on est dans un rétrécissement du temps de préparation. À côté de ça, pour autant, il y a des protocoles, des calendriers. Alors, je vais prendre un petit peu de temps, mais très rapide, pour partager avec vous le calendrier effectivement de la reprise des événements et surtout réussir un peu à lire entre les lignes le contexte. Alors, ce type de calendrier, on les connaît tous. On les a suivis pour la réouverture des terrasses, on les a suivis pour la reprise effectivement du travail en présentiel. Au niveau événementiel, pour faire simple, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose. À partir du 9 juin, on pourra faire un petit peu. Et au 30 juin, on a l'espoir de pouvoir faire beaucoup plus. Une fois que je vous ai dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il y aura zéro contrainte? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas la tendance qu'on voit du moment. Donc, je pense qu'au-delà du 30 juin, on continuera à porter le masque, on continuera à gérer des distances, on continuera à gérer des jauges et on continuera à se poser la question de comment je choisis ma taille de salle pour organiser ma réunion de façon très opérationnelle. Et puis, pour autant, et on va le voir, ce qu'on a connu depuis 18 mois, on va faire simple, a créé des habitudes. On a gagné du temps dans l'information digitale, effectivement, dans ce temps réel, dans cette information. On a gagné de l'argent, parfois, un petit peu. Les budgets sont quand même très largement restreints entre un événement physique et un événement digital. Et puis, on a permis, effectivement, de créer moins de déplacements, moins de réunions. Et au milieu de tout ça, il y a quand même quelques bons enseignements aussi à partager et à évoquer ensemble. Alors, merci Romain. Quelles sont les grandes tendances post-Covid? Alors, sur l'événementiel, et en rebond de ce que disait Joël, je vais creuser particulièrement deux sujets. Complètement d'accord avec Visconti et Joël sur le tout change et rien ne change. Les fondamentaux restent d'actualité. On est quand même sur un cataclysme où on a l'impression que l'événementiel a découvert le monde digital en mars 2020. Il faut quand même très clairement nuancer les choses. Le digital faisait très largement partie de nos événements déjà en amont de la crise Covid. Pour exemple, il y avait déjà dans nos événements en 2016 ou en 2017 des streamings, des duplex, il y avait déjà des interfaces d'inscription, il y avait déjà des passages d'informations par le canal digital. On le voit effectivement, il y avait déjà de l'utilisation d'interaction au cœur du live à travers des dispositifs type Klaxoon ou Bcast ou Livey. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces dispositifs, de ces outils existaient déjà. Ce qui a particulièrement changé, c'est le rythme de dynamisation qu'on a mis au cœur d'un événement. C'est-à-dire qu'une convention interne qu'on faisait en une journée, grosso modo, une convention, c'est 8 heures. Maintenant, avec le format digital, il fallait réussir à la faire rentrer au chausse-pied en 1h30, 2 heures. Donc, il a fallu, on va dire, muscler la partie dynamisation, muscler le rythme de l'événement à travers le support digital. Ce qui a changé, surtout, c'est le dosage qu'on a utilisé et le rythme qu'on a mis dans l'événement. Et alors, là-dessus, je vais citer Régis Clincard qui tient un blog sur le défouloir de l'event qui est assez sympa, qui permet de montrer en fait que c'est pas parce qu'on digitalise son événement qu'il faut pas penser à le scénariser. Et on va en parler. C'est pas parce qu'on a digitalisé son événement qu'il faut pas penser à le rendre chaleureux. Et il faut réussir à y mettre de la psychologie, il faut réussir à mettre de la scénographie, il faut réussir à mettre du chapitrage, du storytelling, y compris en digital. Et ça, on va pouvoir le montrer, tout en ayant, et ça c'est un des points clés, réussi à garantir la fameuse technique, le fameux point clé qui est l'élément central. Donc ça c'est un peu la première tendance. La deuxième tendance, elle est effectivement sur la partie, comme le disait Joël, du co-design.
Alors, le co-design, c'est vrai que le moment de digitalisation extrême qu'on a connu depuis un an a permis, et je dirais même à simplifier le recours au co-design. Ça a permis effectivement de très largement réimpliquer les collaborateurs à travers des sondages en amont d'un événement pour savoir quelles questions sonder, à travers des reportages terrain qu'on pouvait aussi créer au cœur des entreprises pour éviter la prise de parole orale, live, équivalent à une tribune. Et puis, on a surtout placé le public en tant que central. On n'a jamais été autant focus audience que pendant la crise Covid, à travers la question de combien de personnes nous suivent. Là, on est effectivement à savoir combien de personnes sont connectées à notre live. C'est intéressant aussi de savoir combien de personnes sont interactives, sont participatives au cœur d'un live. Alors, c'est des choses qu'on faisait déjà auparavant. Là, l'exemple que je vous montre en illustration, c'est une réalisation de 2019 où on avait demandé, donc on n'est pas en période de confinement, on avait demandé à plusieurs collaborateurs d'une même entreprise de réaliser une petite chorégraphie en mode un peu Snap, un peu TikTok. Et cette chorégraphie était mise ensemble pour créer une pastille visuelle qui était assez sympa, qui permettait de venir rythmer les jingles d'un événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a revu, mais maintes et maintes fois dans la période Covid, et ce qui est même devenu presque un élément de scénographie. Pour vous dire, on a certains clients qui nous disent, au niveau scénographique, je voudrais une scéno type The Voice avec le public qu'on voit en vignette derrière. Voilà, c'est devenu un élément presque d'intégration. L'audience est devenue un élément de scène, ce qui était un peu différent auparavant. Et puis, dernier point sur ce co-design, on a réussi aussi à créer quand même des jolies choses en termes d'émotion, en termes de commémoration, en termes de collaboratif. Je prends l'exemple de clips qui ont pu être créés. Une entreprise, Euler Hermès, qui a fait effectivement un clip qui s'appelle I Still Standing, donc sur la musique de Elton John, où l'ensemble des collaborateurs musiciens avaient repris en cover la chanson, et ça permettait de créer quelque chose de très dynamique, de très participatif, et qui a très bien fonctionné en termes de relais sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci Romain. Alors, en septembre prochain, alors à quoi doit-on s'attendre? Alors, en septembre prochain, je pense qu'on peut dire pour plusieurs raisons. Alors déjà, pour la raison que évoquait Joël, on est de moins en moins dans ce schéma top-down. Donc, je pense que c'est une période où la grande messe de réunion de rentrée va forcément un petit peu changer. Et puis, on est quand même face à une vraie question qui est de se dire aujourd'hui, il faut que la rencontre physique apporte une vraie plus-value à l'information en entreprise. Alors, c'est vrai que le temps du Covid a créé une hyper-information, donc le digital a favorisé cette information. Le physique semble avoir encore, je dirais, le monopole du cœur, le monopole de l'émotion, mais il faudra réussir à associer les deux, en tout cas dans la période à venir, et surtout pas les opposer. Alors, pour prendre un exemple très concret, on va repartir de la définition de ce qui va être, je pense, une norme dans le temps intermédiaire qui pourrait durer. Donc, c'est l'événement hybride. Alors, c'est quoi un événement hybride? Donc, c'est la définition, effectivement, du moment, au-delà du terme hybride. C'est une rencontre professionnelle qui allie du présentiel et du virtuel. Je vous laisse lire la suite, mais en gros, on a deux salles, deux ambiances, si on fait simple. On a une salle réelle, physique, où le public est présent face à un orateur, face à des orateurs, et on a un public distant qui est, lui, à travers l'interface digitale. Alors, je pense que sur un événement commercial, sur du public de réseaux commerciaux, ça pose pas de souci. On peut avoir vos clients qui sont dans la salle et puis vos prospects qui sont en distanciel. Par contre, sur un public interne, ça pose une vraie question. Ça pose la question de comment on va catégoriser éventuellement ces deux publics. Est-ce qu'on met les top management dans la salle et est-ce qu'on met les fonctions support en retrait? Enfin, ça pose des questions de critérisation et de catégorie en interne qui sont pour moi, je pense, pas idéales. Donc, il va falloir réussir à trouver des nouveaux formats. Et alors là-dessus, il y a deux formats qui, pour moi, je pense, ont le vent en poupe de la rentrée de septembre. C'est le small meeting. Alors, à travers small meeting, on intervient sur une question de créer une jauge, créer une audience réduite. Je pense que demain, on peut aussi travailler des réunions, pas forcément avec tout un service,
pas forcément avec tous les membres du service, pas forcément avec toutes les équipes, mais avec des équipes spécialisées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un sujet et faire intervenir autour de ce sujet les acteurs de ce sujet, non pas par rapport à leur titre, mais par rapport à leur mission. Et ça va permettre de créer effectivement des rendez-vous peut-être plus réguliers, plus petits formats, mais plus spécifiques. Ça, c'est la première tendance, je pense, assez forte. C'est le small meeting. La deuxième, c'est une tendance qui, je pense, va revenir à la mode, c'est le roadshow, c'est la tournée. Tout bon directeur commercial a connu à un moment dans ses équipes qui étaient éclatées sur différents territoires le fait de faire des tournées. Et ben, je pense, et on va pouvoir créer des nouveaux formats très modernes de tournées parce que ça va permettre de venir à la rencontre et de ne pas attendre qu'une audience vienne à l'événement, mais que l'événement vienne effectivement à destination de ce public. Et donc, à travers ces deux formats, donc small meeting et roadshow, ça va surtout permettre de créer, je pense, non pas un rendez-vous, mais des rendez-vous. Et il faut penser sa communication événementielle un peu comme on pense une série, avec des chapitres, avec des épisodes, avec des saisons, et avec du lien entre ces éléments, entre ces saisons et entre ces moments-là. Et c'est là où le digital va bien nous servir. C'est qu'il va falloir réussir à créer du lien par le digital à travers des outils comme Steeple, à travers des outils effectivement d'information quotidien pour créer du point de liaison entre ces rendez-vous. Et l'autre élément que je pense intéressant, c'est qu'effectivement, créer ces points de rendez-vous va permettre aussi de personnaliser et d'être dans l'attention permanente vis-à-vis de son audience. C'est plus facile de personnaliser une réunion à 50, 100 personnes que de la personnaliser à 800, 1000 personnes. Donc, au-delà des contraintes sanitaires. Et alors derrière, je vous le disais, pour moi, le deuxième élément très fort, c'est ce qu'on appelle le présentiel augmenté. Alors, les termes ne sont pas très, très sympas, mais le présentiel augmenté, c'est ça. C'est à travers ces moments de rencontres physiques, petit format, ces rendez-vous épisodiques, réussir à créer du lien, réussir à créer un fil virtuel qui permet de rassembler les communautés, les messages, les actualités et de créer du fil entre chaque temps fort. Et c'est là où le digital va avoir un temps essentiel. C'est en aval et en amont de l'événement, réussir à créer ces tunnels de communication à travers les communautés, à travers les publics. Je prends un exemple assez simple, c'est qu'on est sur des événements multiples à travers un hub unique. Je prends l'exemple d'un événement que tout le monde connaît, c'est Roland-Garros. Roland-Garros, c'est près de 800 matchs sur l'ensemble de la quinzaine. C'est 50 matchs par jour. Donc, comment on arrive à être tenu informé des résultats, des meilleurs moments, de l'ambiance générale de Roland-Garros? Ben, effectivement, c'est tout le support média, digital ou télévisuel, qui permet effectivement de plonger son public dans l'ambiance Roland-Garros ou dans l'ambiance de l'événement corporate dès l'ouverture, dès l'invitation. Ça permet de proposer des contenus pertinents avant le jour J. Je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est le jour J qu'on dit tout. Il faut penser aussi qu'on peut avoir une prise de parole sur des sujets peut-être environnants avant le jour J. Donc, ça peut permettre effectivement, entre le save the date et le jour J, de passer certaines informations. D'ailleurs, il faut réussir à créer une campagne d'engagement entre l'invitation et le jour J. Donc là, on est vraiment sur de la com effectivement interne utile pour faire monter effectivement jusqu'au zénith pour que le jour J soit l'apothéose. Il faut qu'en fur et à mesure, on monte en température et on monte en impression et on peut tout à fait scénariser en événementiel ces temps faibles en amont de l'événement. Et puis, il faut réussir à capitaliser, je pense, sur le replay. Vous voyez une question d'ailleurs qui passait dans le chat. Est-ce qu'il y aura un replay? Bien sûr, maintenant, tout est en replay. Mais il faut réussir à faire en sorte que ces replays ne soient pas vraiment live et soient un peu plus intéressants et un peu plus utiles que uniquement se recapitaliser le live. Et puis, et c'est là un élément qui va être central, comment réussir à networker en version digitale. On a vu des mondes virtuels sortir de toutes parts en période Covid. Comment réussir à continuer à créer une communauté en dehors des temps forts physiques. Et puis après, je vais faire très simple sur l'esprit de la digitalisation. Il faut que l'apport digital, il soit simple, il soit fun et il soit source d'expérience et de partage. Simple, parce qu'il faut qu'il soit plugué à vos outils habituels d'utilisation et de communication.
faut pas rajouter des outils. Il y en a déjà 30, donc il faut pas un 31e. Il faut qu'il soit fun parce qu'il faut mettre de la gamification dans la façon d'utiliser ces supports digitaux. Et puis, il faut qu'il soit source d'expérience et de partage. Et là-dessus, on a un débat effectivement avec Joël. Moi, je prends l'exemple souvent du festival ou de l'événement, on va dire, culturel grand public. On est très content avec un hashtag de partager notre photo de présence à l'événement. Sur un événement interne, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des informations sensibles, parce qu'il y a des slides qu'il ne faut pas montrer, parce qu'il y a des choses qui sont, on va dire, l'interne de l'entreprise. Et pour autant, je pense qu'il y a très peu de moments où le collaborateur peut partager son expérience d'événement au cœur de sa présence de rassemblement. Et donc, je pense qu'il faut créer des moments Instagrammables au cœur de l'événement d'entreprise. Oui, oui, Romain, juste, c'est pas un débat parce que je partage, c'est un débat beaucoup avec nos clients et tu le sais, c'est-à-dire les dirigeants sont un peu terrorisés par le fait que les collaborateurs sortent leur smartphone pendant une convention sur des contenus qui peuvent être sensibles, qui peuvent être forcément, quand on partage une stratégie, on n'a pas envie qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, mais plutôt que de ne rien faire et d'être passif par rapport à ce risque qui est un faux risque. Il faut faire confiance quand même dans la maturité et la responsabilité des collaborateurs. Cela dit, le risque nul n'existe pas. Et c'est un très bon moyen, et j'en profite, Romain, pour justement les amener à anticiper ce sujet. Si on encadre et si on leur dit voilà la règle du jeu, et oui, vous allez pouvoir sortir, et oui, au contraire, partager sur les réseaux sociaux, mais pas tout, et faites attention parce que nous sommes tous responsables et de faire de la pédagogie, ça fonctionne très bien, et c'est un super moyen en effet de développer la marque employeur et en partageant son expérience collaborateur. Et l'événement voilà, participe. on a été très long, je suis désolé, parce que je vois l'heure qui tourne et on est complètement dans les choux, mais par rapport à nos engagements, il y a peut-être des questions. Mais pardon, Romain, vas-y, je te laisse conclure si tu voulais dire un petit mot pour la fin. Ouais, juste conclure sur le fait que le digital doit permettre de encore mieux faire l'événement, de encore mieux réaliser l'événement. Aujourd'hui, à travers des supports digitaux, on peut avoir un intervenant à New York au cœur d'une convention à Fougères. Donc, c'est aussi intéressant. Ça permet aussi de changer la notion de date clé en rendez-vous. Ça permet effectivement de créer du lien au-delà d'informer. Et ça permet surtout aussi quand même de réduire un impact environnemental. Et demain, dans la démarche éco-responsable de l'événementiel de demain, il faut pouvoir penser à cela. Donc, je pense qu'en résumé, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer des contenus engageants, alléchants, et ça, c'est la mission effectivement de Précontact, et compléter avec des formats et des structures un peu variées et originaux. Ça, c'est la mission d'HappyProd, d'où la tête et les jambes entre HappyProd et Précontact aujourd'hui. On ne sait pas qui est la tête et qui est les jambes. Ça dépend, ça dépend. On est un même corps quand on travaille ensemble. Merci beaucoup, Romain. En tout cas, voilà, c'était important, je pense, Charlotte, qu'on puisse avoir vraiment le regard très concret, très opérationnel d'un pro de l'événement. Parce que c'est, encore une fois, le live, c'est vraiment une des grosses tendances, quoi. D'avoir ce regard global sur la communication interne d'entreprise. Donc, merci à tous les deux pour ces tendances, ces conseils. Moi, je retiens plein de choses. J'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que vous qui nous écoutez aussi. Et on a du temps pour passer aux questions. Je vais ouvrir l'onglet questions-réponses. Donc, c'est le moment. Si vous n'avez pas encore posé vos questions. Ah, on a une question de Émilie. Ce sont comme des personas. Ouais, c'était au moment de la carte empathie, Joël. Ouais, merci Romain. Ouais, je vois, oui, en effet, sur le sujet de la synchronisation et de l'utilisation des techniques de design thinking là, avec l'outil de carte d'empathie. Alors, en effet, je comprends très très bien que la question se pose et beaucoup se la posent. C'est très proche. Alors, en fait, ce n'est pas uniquement dans le but de la création de personas, mais ça, clairement. C'est-à-dire qu'on utilise une carte d'empathie en amont pour pouvoir ensuite créer des personas. Donc, les personas, mais je dirais que c'est plutôt un outil complémentaire. En fait, le persona, ça va vraiment être la manière dont on va résumer la personne à qui on s'adresse, la cible, de manière un peu schématique, mais très concrète, mais c'est une définition de l'utilisateur, d'un produit, d'un service.
Et donc, l'objectif est assez similaire, je dirais, mais là, en fait, l'empathie mat, on est vraiment plus sur des sujets de dire, de penser, de faire, de ressentir. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit dans son quotidien, qu'est-ce qu'il pense, et pas forcément qui est-il. Qui est-il en termes de profil sociodémographique, en termes d'usage et de centre d'intérêt, ce qui est vraiment le sujet des personnages. Donc les deux sont complémentaires, mais c'est une démarche qui est très proche, très très proche. Merci Joël pour cette réponse. J'espère qu'Émilie, ça vous convient, mais c'est une réponse très précise, très complète. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, vous aviez peut-être, Romain, Joël, des choses à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, des choses à nous partager. Alors, à rajouter, non, vraiment pour résumer, hein, retenir, alors les 5 tendances, en préparant un peu le webinaire ensemble, c'est vrai qu'on a pris déjà beaucoup de temps, mais c'est, comme vous le voyez, on est assez intéressable parce qu'on fait des métiers, on a la chance de faire des métiers de passion. Mais en synthèse, donc, les fondamentaux, la synchronisation donc avec les techniques de co-design, le temps réel, le relationnel, et ça c'est vraiment l'accompagnement des managers, et puis le live, voilà, qui est la grosse partie sur laquelle on a conclu. Et voilà, donc ça c'est vraiment à avoir en tête pour les mois à venir. Voilà, et puis après, surtout ne pas hésiter si vous avez d'autres questions. Enfin, je m'adresse là à tous les participants. Je suppose que Romain partagera. Enfin voilà, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, LinkedIn, ou bien même là dans le chat. N'hésitez pas. Ou en terrasse. Ou en terrasse, voilà. On connaît bien la convivialité qui caractérise Romain. Voilà, et non, alors ce que je pouvais peut-être. J'avais un petit film, mais je ne suis pas sûr qu'il marche parce qu'on a fait un test tout à l'heure, il n'y avait pas l'écran, le son. Donc ce que je vais peut-être faire, mais c'est plus sous forme de clin d'œil, hein, c'est pas du tout. Et certains l'ont peut-être déjà vu. Il s'agit d'une pub qui a eu un très beau succès, qui a été lancée au début du mois de mai, si je ne me trompe pas. Et c'est un peu quand la pub se déconfine. Et c'est quelque part, c'est super bien réalisé. C'est un excellent pub de BBDO Chicago. Donc, c'est américain. Voilà, ils savent faire. Mais c'est intéressant parce que on a vu des images hier soir aux journaux télévisés. Ben, cette pub l'a un peu anticipé et de manière un peu voilà, hollywoodienne, mais nous parle du déconfinement et de ce retour à la vie et donc à ce présentiel. Je vais vous le mettre, voilà, je vais vous le mettre dans le chat, ce sera plus simple. Voilà, hop, ça y est, c'est parti. Comme ça, si vous avez le temps, je vous invite à prendre quelques secondes pour voir cette pub. Elle est très bien faite. Et on pense, c'est un peu le côté blockbuster, science-fiction, etc. Et en fait, c'est ce qu'on vit. C'est ça qui est incroyable. Ce qu'on vit est incroyable. Merci beaucoup, Joël et Romain. Je ne manquerai pas de regarder cette pub. Je ne la connais pas. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore ce webinaire sur cette pub et voilà, cette conclusion. Merci à tous les deux. Merci Joël, merci Romain. C'était hyper intéressant. Et surtout, merci Charlotte, merci à toi, merci à Steven. Je suis ravi d'être partenaire et voilà. C'était un plaisir d'animer ce webinaire avec vous et de vous recevoir et voilà, de se remplir de plein d'infos, de repartir avec des choses qui vont nous permettre de construire l'après sereinement et tranquillement. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci. À bientôt peut-être. Et puis, quant à nous, on se retrouve un peu plus tard, dans le mois de juillet, pour de prochaines conférences et de prochains webinaires. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.